Bonjour à tous, rebonjour pour les personnes qui étaient aux précédentes conférences. Nous sommes ici avec Nicolas Janselme de Soul Security qui vient nous parler de la sécurité des API. Je vous laisse présenter votre sujet ainsi que le déroulé de votre présentation. N'hésitez pas non plus à préciser le numéro de votre stand. Nous le redonnerons à la fin de votre intervention afin que les échanges puissent se poursuivre. C'est à vous. Superbe, merci beaucoup. Hop. Voilà. Bonjour, je suis Nicolas Janselme, je travaille chez Soul Security sur la partie sécurité des API. Je viens de la partie Network Security. Avant ça, je faisais du développement pour des portails de location de véhicules et de paiement. Et aujourd'hui, je fais un petit peu de pen testing sur la partie API. Et justement, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi les attaques des API sont différentes de celles qu'on avait auparavant. Illustrer un petit peu l'OWASP API Top 10 avec quelques cas réels rencontrés avec des prospects et des clients au cours des semaines passées. Et puis comment justement Soul Security permet de bloquer les attaques qu'on va couvrir ensemble. Donc la première chose, c'est que on a un périmètre qui a énormément changé parce que la surface d'attaque est venue d'un environnement où on avait peu d'API, peu de changements et peu de données exposées. Aujourd'hui, une prolifération des API, que ce soit par rapport à la partie métier, par rapport aux environnements des infrastructures qui sont complètement pilotées par API, que ce soit sur la virtualisation, sur la sécurité, des changements des API en elles-mêmes qui sont très fréquentes et une très forte exposition des données. On va voir justement d'ailleurs une des attaques que l'on va évoquer dans quelques instants, qui est liée au fait que on a un environnement qui connaît de multiples versions d'API. On voit régulièrement 8-10 versions d'API en production, avec des versions anciennes qui ont toujours des failles de sécurité et qui ne sont pas connues. Donc la connaissance de la surface d'attaque, c'est le premier problème lié aux API. Et le second, c'est les attaques en elles-mêmes. On vient d'attaques qui sont extrêmement simples, à base d'injections SQL, de cross-site scripting, sur lequel on peut détecter par rapport à un comportement en une seule requête avec une signature ce qui est une attaque et la bloquer. Et pour ça, les solutions classiques type WAF sont très efficaces. Mais ce qu'on note aujourd'hui, et on a ici YesWeHack et d'autres sociétés qui font du bug bounty, c'est que dans les primes versées, on a très souvent des attaques qui sont bien au-delà d'approches classiques et des attaques qui vont venir cibler la logique métier. Et donc, on a des attaquants qui vont également être sous le seuil de détection par rapport aux volumétries des solutions classiques, qui vont être sur des attaques qui vont pouvoir être faites sur de très longues durées, en étant donc en low and slow. Et on va avoir des séquences d'appels qui ne vont pas être des séquences normales. Et donc, pour répondre à ça, vous allez le voir, on recommande d'avoir des approches qui vont être sur l'analyse comportementale, sur la compréhension des API une fois qu'on les a découvertes. Qu'est-ce qu'elles processent, qu'est-ce qu'elles attendent en entrée, en sortie, comment les utilisateurs les utilisent en séquence, en rythme. Et c'est justement par rapport à cette analyse comportementale qu'on va pouvoir détecter beaucoup des attaques qu'on va couvrir. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit adapté à tous les niveaux. Donc, n'hésitez pas, si quelque chose n'est pas clair, je reviendrai dessus au niveau des questions. Le premier type d'attaque, c'est des autorisations qui sont cassées au niveau de l'objet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. Un utilisateur s'authentifie, et pour beaucoup d'organisations, une fois que l'authentification est faite, c'est bon, on est sécurisé. Il s'avère que ce n'est pas le cas. On a ici quelque chose de très simple, où sur la partie de gauche, on a un utilisateur normal qui se présente pour venir récupérer des éléments relatifs à un client. Et on voit qu'il présente dans sa requête, au niveau de l'URL, et également au niveau du cookie, le même identifiant qui est son identifiant, et que dans la réponse, il a accès à ces données. Donc un comportement attendu, un comportement normal. Et sur la partie de droite, on voit que un attaquant maintenant essaie de jouer et de faire varier, soit dans l'URL, soit dans le cookie, le user ID, pour avoir des valeurs qui sont inconsistantes, et voir s'il peut essayer d'accéder à la donnée d'autres utilisateurs, parce que justement au niveau de l'objet, le code, le design, n'a pas vérifié qu'un utilisateur authentifié a la permission, à l'autorisation d'accéder à cet objet-là. Et cette faille qui est la plus haute en termes de risque par rapport
à l'OWASP API Top 10, donc la catégorie spécifique API qui a été créée, c'est la plus risquée parce que c'est celle qui est la plus fréquente, qui n'est pas détectée avec les solutions classiques, parce que si on regarde à gauche et à droite, là, j'ai aucune signature, j'ai rien qui me fait dire ça, en dehors de tout contexte, c'est pas normal. C'est simplement parce que, ici, je sais, par l'apprentissage de plusieurs requêtes de comportement normal, qu'il y a toujours cette corrélation, cette consistance entre les deux identifiants, que je peux me rendre compte qu'ici, on a quelque chose qui est anormal. Si on a une sécurité positive, c'est-à-dire qu'il va simplement venir vérifier les spécifications, là, je suis parfaitement en phase avec les spécifications. J'ai bien un entier de 9 caractères des deux côtés. J'ai vraiment quelque chose qui, sans contexte, ne se détecte pas. Et donc, j'ai pu faire un pen test pour un service provider de premier plan il y a quelques semaines. Je me rends compte que ça risque d'être petit, donc je vais essayer de décrire ça pour tout le monde. Et donc, on a ici une API version 1 qui me permet de rechercher un client et auquel je présente ici mon identifiant client. Ça, c'est simplement mes traces au niveau d'un outil Burp qui était en interception de mon trafic. Je me suis créé un compte client, j'ai commencé à surfer, j'ai regardé ce qui se passait, j'ai découvert mon numéro de client qui finit par 122. Et on voit sur la partie droite qu'il y a bien mon prénom, mon nom, un morceau de ma date de naissance, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mon numéro de passeport, donc toutes les informations, et mon adresse postale, tout y est. Et donc, très simplement, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas accéder à d'autres identifiants que le mien? Et donc là, sur la partie droite, je l'ai fait pour quelques clients. Je n'ai pas récupéré l'intégralité de la base, mais je l'ai fait pour une dizaine de clients. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, pour des entiers proches de celui qui était le mien, donc juste auparavant, parce que je me suis dit que le dernier entier était celui du dernier client créé, donc j'ai diminué de 1, puis de 1. Et puis on voit sur la partie droite ici que j'ai accès à un autre client, là que j'ai complètement masqué, mais on voit le début de son nom de famille, et puis qu'il y a la date de naissance, un numéro de carte d'identité et toutes les adresses postales. Et donc, on a vraiment ici une attaque de type référence directe non sécurisée ou autorisation cassée au niveau objet pour cet ID. Et l'impact d'une attaque comme celle-ci, c'est qu'on peut récupérer potentiellement toute la base de données en restant sur quelques requêtes par seconde, histoire d'être noyé dans le bruit des millions de requêtes légitimes. On a quelque chose qui n'a affolé aucun compteur. Et comme toutes les attaques qu'on va voir ici, cette organisation a été équipée de solutions de WAF à l'état de l'art. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'a pas été détecté. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir bloquer ça avec la solution Salt? On va pouvoir le détecter, on le voit ici, en ayant découvert au préalable l'API. Donc c'est-à-dire que pour chaque API, je vais revenir sur ça, on va avoir découvert le nom de l'API, le serveur, combien de fonctionnalités on a associées à cette API. Est-ce qu'elle traite de la donnée sensible? Puis quand je clique ici sur mon API, je vais descendre au deuxième niveau de l'API et on a ici du GraphQL, on a du REST. On va pouvoir supporter les différents langages d'API. Et on va pouvoir lister ici tous les endpoints, toutes les fonctionnalités, avoir une abstraction relative aux identifiants, aux variables, parce que c'est important de pouvoir les rapprocher pour pouvoir corréler ça dans un comportement d'un endpoint unique. Et on va être capable de dire, voilà, ici on a telle méthode, ça traite de la donnée sensible, voici le pass. Et lorsque je vais cliquer ici sur cet endpoint, je vais descendre au niveau du payload et être capable de voir ici que pour la requête, pour la réponse, on va avoir analysé chacun des paramètres, qui soient dans l'URL, dans les entêtes ou dans le contenu, pour voir quel type de paramètres, normalement, cette API utilise. Donc là, on a description, qui est une chaîne qui contient que des lettres. Si on a quelque chose d'autre, déjà, ça va être une première anomalie qu'on va détecter. Et puis, on va détecter toutes les données sensibles. Ici, on va détecter un numéro d'IBAN, donc l'information de numéro de compte, donc sensible. Puis de la même façon pour les adresses mail, les adresses IP, les tokens, les adresses, qu'elles soient postales, les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les cartes d'identité. Tout ça, on va pouvoir le détecter automatiquement. On va pouvoir savoir en temps réel quelles sont les données sensibles qui sont processées au niveau de toute l'organisation. Et pour en revenir à notre détection d'attaque, ça c'était effectivement le début, comprendre quel est l'environnement.
pour derrière détecter les comportements anormaux. Et ce qu'on présente ici, c'est les tentatives de haute sévérité. Tout ce qui est de moyenne sévérité, on va l'avoir au niveau de la partie tracking. Et donc là, au niveau des types d'attaques, au niveau des tentatives, on a une cinquantaine de tentatives qu'on va voir corrélées par rapport à n'importe quelle caractéristique de l'attaquant. Que ce soit une adresse IP, que ce soit un token d'authentification ou même une information au sein du token d'authentification si on est sur du JSON Web Token. Et donc là, je vais aller sur mon attaquant, voir la liste des endpoints qu'il a ciblés, les types d'attaques. Donc là, on est vraiment sur la partie OWASP API 1. On fera le suite de la couverture dans quelques instants. Et dans le deuxième onglet, on va avoir l'information de la source. C'est-à-dire, ici, pourquoi ces 18 tentatives sont présentées comme un seul attaquant. C'est extrêmement facile d'être noyé dans un bruit et de ne pas trouver d'informations. On a fait plusieurs audits avec notre solution. Certains de nos clients, sur une semaine, avaient plusieurs centaines de milliers de tentatives. C'est complètement ingérable. Et donc là, on va pouvoir détecter les attaquants qui essaient de rester sous le niveau de seuil de détection des solutions classiques, que ce soit des sondes ou des WAF, en changeant régulièrement d'IP et en s'appuyant sur n'importe quel autre corrélateur, ici un identifiant utilisateur, un identifiant équipement qui serait généré par un code JavaScript au niveau de la web app. Et donc, avoir un attaquant unique. Revenons donc à la timeline, à la chronologie. Et ce que l'on voit ici, donc sur l'exact exemple qu'on vient de prendre, c'est qu'on est capable de détecter les deux types d'attaques au WASP API 1, donc autorisation cassée au niveau objet qu'on vient d'illustrer. Le premier qui était très basique, qui est la perte de corrélation, c'est-à-dire qu'on avait ici un user ID dans l'autorisation et dans le cookie qui doivent être les mêmes systématiquement. Là, on se rend compte qu'on a quelque chose qui nous est présenté qui n'est pas consistant. Et donc, un attaquant qui essaie de modifier ses entêtes pour accéder à la donnée d'un autre utilisateur. Et vraiment, le type d'attaque qui est le plus difficile à détecter, c'est ce premier, où on va avoir ici un attaquant qui va avoir un seul identifiant qui va essayer de faire varier. Et la solution ici est capable de dire que l'attaquant essaie de faire varier ce paramètre account ID avec 52 valeurs au cours de la dernière minute et que c'est 17 fois le comportement normal. Et pour arriver à ça, on a utilisé énormément d'intelligence artificielle, de big data dans le cloud, pour justement comprendre quel est le comportement d'un utilisateur de façon normale. Combien de fois par minute il vient sur cet endpoint? Est-ce que certains paramètres sont publics? Typiquement, je vais sur un site de banque, je vais pouvoir regarder des valeurs boursières. C'est de la donnée publique, tout le monde va le faire. Mais ensuite, quand je vais aller regarder mon compte, quand je vais aller regarder mes transactions, je vais être le seul à le faire. Ça, c'est de la donnée privée. Et là, en écoutant le trafic légitime, on a pu identifier que Account ID, c'est de la donnée privée. Et que cet attaquant ici l'a fait sur la dernière minute, mais on aurait pu le détecter de la même façon sur la dernière heure jusqu'à plusieurs semaines. Il a fait varier, il a présenté 52 valeurs distinctes et qu'il essaie donc d'accéder à la donnée d'autres utilisateurs. Je vous propose de passer à un deuxième exemple, le deuxième dans l'OWASP API Top 10, qui est l'authentification cassée. Effectivement, essayer d'aller outrepasser des permissions une fois authentifiées, c'est quelque chose de très courant. Le deuxième type d'attaque, c'est justement d'essayer de passer une authentification. Et par rapport à ça, on a très souvent des tentatives de brute force, des tentatives de credential stuffing, c'est-à-dire de réusage de mots de passe qui auraient été récupérés d'autres bases par ailleurs. Et puis, on voit également des attaques qui vont essayer de passer des one-time passwords. Très souvent, si on a le bon login mot de passe, on va avoir un deuxième niveau de sécurité avec un SMS envoyé sur le téléphone ou une validation avec un Google Authenticator ou autre. Et pour pouvoir détecter justement ce type d'attaque, il faut savoir combien de fois justement un utilisateur va venir s'authentifier, combien de fois un utilisateur normal va utiliser un one-time password sur une minute, sur une heure, sur une journée, et puis pouvoir comparer le comportement d'un attaquant sur le temps long pour se rendre compte d'une anomalie. Et par rapport à ça, ce qu'on a pu observer sur un compte public français, c'est une API GraphQL. Donc, c'est pas une API REST, c'est une API qui permet d'avoir une interaction beaucoup plus grande avec l'API et de dire ce que l'on attend dans les réponses et même de pouvoir faire
soit des nested queries, c'est-à-dire des queries imbriquées les unes dans les autres, des appels imbriqués dans les unes dans les autres, ou des batchs, c'est-à-dire un ensemble de requêtes. Et là, c'est ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire qu'au sein d'une même requête, j'ai pu envoyer 1000 queries, avec chacune un one-time password différent. Et donc, en 1000 requêtes de 1000 queries, on peut couvrir 1 million de one-time passwords et donc tous les tenter. Sachant que le one-time password avait une durée de vie de 10 minutes, voilà, 1000 en 10 minutes, ça reste quand même relativement passable et donc ça n'a pas été détecté ni bloqué par les solutions en place. Et grâce à ça, on a pu bypasser un one-time password. Donc, bypasser le deuxième facteur d'authentification. De la même façon, comment est-ce qu'on va pouvoir détecter ça et le bloquer avec Salt? Hop. On va pouvoir détecter un certain nombre d'anomalies sur la partie authentification, que ce soit des manipulations au niveau JSON Web Token avec des tentatives d'escalade de privilèges ou simplement des suppressions d'entêtes d'autorisation. C'est quelque chose qu'on a pu également voir au niveau d'un compte industriel français il y a peu de temps, qu'en enlevant l'autorisation pour certains de leurs endpoints, l'endpoint n'était pas prévu, n'avait pas prévu ce cas et continue à donner la réponse qu'il aurait donnée à un utilisateur authentifié. Donc là, de la même façon, on est capable de dire d'habitude, sur cet endpoint, on voit une entête d'autorisation et là, elle est manquante. Et donc, sur celle qui nous intéresse, hop. Ça va être un cas d'usage qui est relativement proche, c'est qu'on va être capable d'identifier sur la base d'un OWASP API 4 et d'un OWASP API 2, ce qui est l'usage normal sur une API d'authentification. C'est-à-dire combien de fois un utilisateur va essayer de s'authentifier. Est-ce que c'est 10 fois en 1 minute? Est-ce que c'est maximum une vingtaine de fois dans l'heure? Et ici, typiquement, on est sur un attaquant qui essaie 303 fois au cours de la dernière heure de s'authentifier, ce qui est nettement plus qu'un usage normal. Donc encore une fois, par la compréhension, la découverte des API, et puis derrière, la corrélation du trafic d'un attaquant par rapport à n'importe quel corrélateur et la comparaison entre les deux, on est capable de détecter de tels cas d'usage. Et sur la partie GraphQL, on aurait été capable de détecter que la requête était nettement plus importante que celle qu'on a l'habitude de voir, que le nombre de queries à l'intérieur, au lieu d'être de 1, de 2 ou de 10 qu'on a l'habitude de voir, on était sur 1000. Et de la même façon, qu'on avait une réponse qui n'était pas dans ce qu'on a l'habitude de voir en termes de syntaxe, avec un nombre d'objets beaucoup plus important que la normale. Et derrière, on a la possibilité du coup de détecter, mais également de bloquer cet attaquant en s'intégrant avec n'importe quelle solution qui est déjà sur le chemin de traitement des API, que ce soit un WAF, un load balancer, une API gateway ou un firewall. Et on va pouvoir bloquer sur la base de l'IP. Et c'est typiquement sur l'attaquant que l'on a ici qui change d'IP régulièrement, on se rend compte que ça a peu d'intérêt. Et on va pouvoir bloquer sur la base de l'utilisateur. On va pouvoir faire un blocage qui soit définitif, soit pour quelques heures, le temps de pouvoir investiguer plus dans le détail ce que l'attaquant a tenté. Le troisième de l'OWASP API Top 10, c'est l'exposition de données excessives. Alors c'est volontairement très large comme définition. Quelques illustrations de ça, ça peut être simplement la mise à disposition de données qui ne devraient pas l'être. La première semaine où j'ai rejoint Salt, j'ai commencé par regarder les sites web de mes fournisseurs et donc je suis allé sur l'espace de mon assureur. Puis je me suis rendu compte que j'avais un IBAN pour justement mes prélèvements qui était présenté dans l'interface et qu'il était masqué. Donc j'ai commencé à regarder ce qui passait au niveau de l'API. Là, il ne l'était pas. Donc le masking était fait par le front, mais derrière, la donnée transitait en clair. Donc ça, typiquement, par rapport à la détection de toutes les API, de quelles sont les données échangées, on serait capable déjà d'identifier que on a de la donnée sensible qui est présentée dans les réponses. Également, quelque chose de récurrent, c'est la présentation de données sensibles dans l'URL. L'URL, c'est quelque chose qui est peu sécurisé, c'est-à-dire que c'est logué sur les CDN, c'est logué sur les proxys, ça réside dans le cache navigateur. Si on utilise un ordinateur partagé, quelqu'un qui vient après, qui regarde le cache, accède à ça.
j'ai pu voir typiquement en milieu bancaire un token d'authentification qui m'avait été donné après une authentification forte, qu'il était présenté dans l'URL et que typiquement quelqu'un qui avait mon historique pouvait se présenter comme étant moi. Il n'avait plus besoin ni de mon login ni de mon mot de passe. Il utilisait ce JSON Web Token et pouvait accéder à mon compte. Je vais illustrer dans quelques instants un combiné de OWASP API 3 et 4. C'est pour ça que je passe directement à l'OWASP API 4, qui est donc l'absence de rate limiting et de limitation de ressources, qui peut être aussi fait de plusieurs façons, soit par beaucoup d'appels, soit par une modification qui est plus fonctionnelle, notamment dans le paging. On a ici à gauche un utilisateur normal qui fait une recherche et qui demande à avoir, parce que c'est l'interface, la web app qui le fait pour lui, avoir 250 réponses enfin 250 objets dans la réponse. La première chose qu'un attaquant va vouloir faire, c'est de se demander, bon, à combien je peux monter? Et là, on voit ici un attaquant sur la partie droite qui le fait sur 20 000. Alors 20 000, peut-être qu'il va avoir une réponse très importante et qu'il va pouvoir sortir de la donnée très rapidement, mais qu'est-ce qui se passe s'il met 2 millions? Est-ce que l'application continue à répondre? Est-ce qu'elle ne prend pas une quantité de ressources excessive pour pouvoir justement traiter ça au détriment des utilisateurs normaux? De la même façon, pour pouvoir détecter une telle attaque, il faut savoir quel est le rythme normal, quelles sont les valeurs normales ici demandées sur le max return, sur le page size, et puis également quelle est la taille d'une requête, la taille d'une réponse. Et donc on a ici une illustration qui est faite sur un site de retail français qui, au niveau de l'application mobile, permet de récupérer sur le listing catalogue normalement 6 objets. Donc voilà, j'ai des bananes, des pommes, j'en ai 6. Et donc il s'appuie de la même façon sur une API. Et donc c'est une API GraphQL. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait une variable size qui était peut-être à 20, même s'il n'en présentait que 6. Donc j'ai essayé 10 000 qui m'a été refusé, j'ai essayé 9 999 qui a été autorisé. Puis vu que c'est du GraphQL, comme tout à l'heure, au lieu de faire une seule requête, une seule query dans ma requête, j'ai essayé d'en faire 20. Et j'ai pu sortir près de 200 000 éléments avec toutes les données, description, prix, numéro de référence. Si c'était un compétiteur qui voulait connaître les ensembles du positionnement marché, il pouvait dumper en une dizaine de requêtes l'ensemble du catalogue. Et puis, vu que ça passe avec 20, qu'est-ce qui se passe si on en met 99 au niveau de la requête? Ça prend 60 secondes à traiter et ça finit en gateway timeout avec une occupation substantielle des ressources. Je me suis arrêté là, mais un attaquant aurait pu se dire si j'en envoie de façon distribuée quelques-unes par seconde, est-ce que le site reste disponible ou est-ce qu'il tombe? Et là, on est sur simplement quelques requêtes. On n'est pas sur quelque chose qui, au niveau volumétrique, tant sur la requête que la réponse, va être notable. Et donc, pour détecter une attaque de ce type, on en revient à ce que l'on évoquait, on va être sur combien de requêtes par minute, par heure, par jour, par semaine un utilisateur fait de façon normale. Je vais comparer ça par rapport au trafic de mon attaquant, encore une fois en corrélant par rapport à n'importe quelle caractéristique, pour me rendre compte, est-ce qu'il a un usage normal, puis est-ce qu'il présente également des valeurs normales, ce qu'on appelle le parameter tempering. Est-ce que c'est en phase avec ce qu'on a l'habitude de voir comme valeur pour cette limite? Je pense également en avoir un, mais typiquement, si on a une limite à 1000 alors qu'on a l'habitude de la voir à 20, on va être également capable, de la même façon, de voir un parameter tempering et dire, voilà, la valeur ici est suspicieuse, ce n'est pas une valeur qu'on s'attendait à voir pour cette requête. Donc, je pourrais continuer sur tout le OWASP API Top 10. J'en ai quelques autres de préparés, mais je voudrais faire deux choses avant de vous proposer de répondre à vos questions. La première, c'est de voir que toutes les tentatives que l'on a ici d'attaquants, que l'on détecte, qu'on bloque, nous permettent également de faire des recommandations de changement au niveau du code, au niveau du design, pour être immunisés par conception. Et typiquement, on va avoir ici des recommandations qui vont être faites pour dire, sur l'endpoint que l'on a vu tout à l'heure, ce que l'on recommande, c'est de vérifier l'autorisation et de générer une erreur 400 si on a une incohérence entre le user ID
et l'autorisation User ID et le cookie User ID. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir remonter directement au niveau des équipes DevOps en ayant une intégration avec leurs outils, que ce soit du Jira, du Zendesk, du ServiceNow, ou directement via un PagerDuty ou un Slack. Peut-être juste un mot sur Salt. Donc, on est sur le marché de la sécurisation des API depuis 4 ans. On a ouvert des entités en Europe depuis quelques mois. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui des grandes entités qui nous font confiance pour protéger leurs API, que ce soit Gap, Goldman Sachs, Finastra, Telefonica, depuis quelques jours également Zoom et d'autres. Et d'avoir le fonds d'investissement de Google, Capital J, qui est au capital de la société. Merci pour votre attention. Mais merci à vous. Nous allons passer au temps de l'échange et des questions. Y a-t-il des questions dans l'assistance au public? Oui. Bonjour. Merci pour cette démonstration, c'était très intéressant. Juste une question, j'ai toujours du mal avec les API. Quand on n'est pas authentifié, on peut changer facilement notre IP, donc via un VPN ou via Tor, comme le font tous les attaquants. Oui. On peut changer l'IP, le user agent, les cookies, sans arrêt sur toutes les requêtes. Comment vous pouvez identifier ce comportement? On le fait très souvent sur la base du user, parce que c'est sur un user en question que l'attaquant essaie de s'authentifier. Et effectivement, ensuite, tout ce qui va être attaque pour aller modifier la donnée d'un autre utilisateur, très souvent, c'est une fois authentifié que justement, on a cette partie autorisation. Et sur la base des autorisations également, on va pouvoir se rendre compte de tous ceux qui ne présentent pas d'autorisation et corréler sur les données que l'on a. Après, on peut présenter également de multiples attaquants. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de corrélateur, s'il y a plusieurs attaquants, on va présenter plusieurs attaquants. Oui. Merci. D'autres questions? Oui, au fond. Du coup, c'est un modèle d'apprentissage. C'est quoi les temps et les volumes de données nécessaires pour que le modèle soit performant et ensuite, voilà, vous recommandez d'être en blocking ou seulement en détection? Donc il y a deux parties, effectivement. Il y a la partie discovery, donc pour vous présenter déjà ce qu'on voit de vos API, où sont les données sensibles et fonctionnalités. On peut le faire dès quelques requêtes, c'est-à-dire au bout de 100 échanges sur un endpoint, on est déjà capable de présenter quelque chose qu'on va affiner dans le temps. C'est-à-dire que si à l'intérieur on détecte des identifiants et qu'on ne le détecte pas immédiatement parce que toutes les requêtes sont sur le même identifiant, on va venir le recorréler au fur et à mesure de la découverte. Et ensuite, l'apprentissage du comportement normal, on le fait généralement sous 4 heures, à condition d'avoir un volume suffisant. C'est-à-dire que les premières définitions de comportement normal se font dès 1000 échanges réussis, donc code 200. Et ensuite, on continue au fur et à mesure de faire la découverte en temps réel, parce qu'on a des clients qui font des changements quotidiens, notamment sur les phases de déploiement. Et puis l'apprentissage également, on a beaucoup de clients qui ont une forte saisonnalité du trafic, des Black Friday et des événements qui font que on a des changements plus que substantiels de jour en jour. Donc l'apprentissage évolue et donc on renforce l'apprentissage au fur et à mesure. Pour la deuxième partie de votre question sur ce qu'est le blocage, nos clients, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré. Je pourrais vous le montrer lors d'une démo si vous le souhaitez. On est sur le stand des 19. Sur les premières remontées d'attaque, vont pouvoir challenger la solution et pouvoir le faire sur toute la durée de vie du produit et pouvoir dire ça, c'est remonté comme étant une attaque, mais c'est un comportement normal. Pour moi, ce n'est pas une attaque, c'est un faux positif. Et donc, on va pouvoir faire un relearning du modèle pour intégrer cette anomalie comme étant du comportement normal. Et ce que l'on observe, c'est qu'après 3 semaines justement de tuning sur l'apprentissage initial, nos clients ont un niveau de confiance suffisant pour bloquer. Et ils le font pour une bonne raison, c'est qu'on ne va pas venir bloquer tout le trafic, on va venir bloquer un attaquant. Et donc, le coût-bénéfice-risque entre bloquer un utilisateur et bloquer une attaque fait qu'ils peuvent déjà bloquer au bout de 3 semaines. On ne va pas être sur un blocage signature qui pourrait affecter l'ensemble du trafic, comme sur des solutions classiques. D'autres questions? D'autres précisions?
Eh bien, écoutez, monsieur Janselme, je crois que nous avons fait le tour. Merci beaucoup. Merci et bravo pour votre présentation. Avec plaisir.